Et aujourd'hui, on a Karine Moré avec nous. Hello Karine. Alors, pour celles qui connaissent Karine, je vais la présenter et puis aussi, bien sûr, pour toutes celles qui vont la découvrir réellement aujourd'hui. Donc, Karine Moré, aussi alias Madame Vulve, est mentor, facilitatrice de conscience, auteure et conférencière. Karine aide et accompagne les entrepreneurs à repuissancer leur business en faisant la paix avec l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent. Elle aide à créer des ponts de conscience entre ces deux énergies qui n'ont jamais été séparées. Bienvenue parmi nous, Karine. Merci, j'adore ta présentation. Ça fait toujours bizarre de dire Madame Vulve. Je sais, j'adore ça parce que c'est osé et je trouve que c'est très aligné avec l'image rebelle créative. Et c'est pas moi, c'est vraiment ma communauté qui, à force de m'entendre parler de vulve, m'a dit mais c'est Madame Vulve. C'est pas moi qui me suis qui me suis nommée comme ça, mais c'était intéressant finalement. Elles t'ont donné ce surnom. Voilà. Je suis ravie en tout cas d'être là, Henriette. Merci pour ton invitation, c'est chouette. Alors, ça me fait plaisir de t'accueillir. Alors, tout de suite, on va accueillir un petit peu toutes celles qui sont déjà dans le chat. Donc, j'ai bien sûr mon équipe, il y a Aurore qui est là et qui accueille un petit peu tout le monde ici. Lucille, qui est, si je ne me trompe pas, c'est l'une des expertes qui sera plus tard. Sarah, Christine, bienvenue mesdames. Il y en a d'autres, je vois, qui sont encore silencieuses. Mais n'hésitez pas dans le chat, peut-être me dire d'où est-ce que tu nous rejoins aujourd'hui, étant donné qu'on est sur Internet, communauté internationale. Donc, peut-être mettre dans le chat d'où est-ce que tu nous rejoins, quelle partie du monde. Alors, hello Christine. Et en attendant, nous, on va pouvoir commencer tranquillement et parler un petit peu justement de l'expérience de Karine. Comme je disais, ici, le but de ces conférences, c'est vraiment un partage d'expérience, amener des modèles pour toutes les femmes qui sont là aujourd'hui, qui ont également un rêve et qui peut-être ne savent pas exactement comment aller vers ce rêve. Donc, Karine, ce que j'adore dans ton parcours, c'est que dans ce que tu m'as envoyé, ton parcours commence en fait au départ. Comme tu me disais, tu étais chamane, tu avais ton petit business de ton côté. Donc ici, on va vraiment rentrer voir un petit peu quand on parle de croire en tes rêves. C'était quoi tes rêves? Comment est-ce que finalement la première fois tu rentres en contact avec ces rêves-là? Et ensuite, finalement, comment tu te mets en action, tu vois? Donc, on va peut-être commencer par ça. Pour moi aussi, ça va être aussi de te découvrir parce que je vais être super transparente. On a créé ce sommet vraiment rapidement. Et je sais une chose, c'est que j'ai pas eu suffisamment de temps pour vraiment creuser dans ton univers. Et c'est ce que j'adore faire en général. Donc ici, on va profiter de cette spontanéité pour réellement rentrer dans ton univers et découvrir qui tu es. Comment est-ce que tu es arrivée à devenir Madame Vulve et ensuite ton expérience, comment tu as fait pour connecter ces deux énergies, argent, sexualité et ce que ça apporte dans ton business. Donc, revenons un petit peu en arrière. Avant ce rêve, que je ne sais pas ce que c'est, parle-moi un petit peu de ce que tu faisais et quel était peut-être pour toi un moment qui a été révélateur dans ton expérience. Déjà, au départ, il faut comprendre que moi, je viens du terreau de l'inceste et de l'abus au départ. Donc, quand tu es un objet, quand tu es une femme objet, c'est difficile de se projeter dans des rêves. C'est-à-dire que les rêves peuvent exister, mais ce sont comme des bulles axées, lointaines, comme s'ils sont inatteignables, comme si en fait notre essence et ces rêves-là, il n'y avait même pas de lien possible, parce que nous ne sommes même plus dans notre corps. J'ai beaucoup parlé de corporalité et en fait au fur et à mesure où j'ai réintégré mon corps, mon bassin de femme, au fur et à mesure de mon travail personnel, de mes avancées, de mes résiliences, eh bien les rêves de mon âme, parce il s'agit vraiment des rêves de l'âme, pas les rêves de l'ego. Moi je voulais être mannequin, tu vois, je viens du monde du mannequinat au départ, donc du paraître, voilà, j'étais même bodybuildeuse, donc j'ai été énormément dans le paraître, accrochée au paraître, mais loin de mon essentiel. Pourquoi? Parce que j'ai été abusée dans mon enfance et mon adolescence et la femme adulte. Et donc, au fur et à mesure où finalement ces morceaux d'âme ont réintégré mon corps, mon bassin, j'ai pu contacter finalement bien ma puissance et mes rêves. Et puis, au bout d'un moment, au fur et à mesure de ce travail, vers 30 ans, 35 ans, j'ai voulu devenir artiste peintre. C'était mon premier rêve. Parce que j'étais artiste. Au départ, je suis artiste. Et puis après, j'ai voulu devenir une grande maître chamane. Et puis en suivant, écoute, les choses se faisant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai monté 2 entreprises avant d'arriver à celle que j'ai actuellement.
Et puis finalement, de fil en aiguille, en fait, le dernier rêve que j'ai eu, c'est celui pour lequel je poursuis toujours ma route, c'est que les femmes réintègrent pleinement la puissance de leur bassin. D'accord. Revenons un petit peu en Ça, c'est arrière. mon grand rêve. Voilà. Revenons un petit peu en arrière, parce que ça, c'est ton rêve actuel. Réintégrer la puissance de leur bassin. Tu as dit des choses vraiment très fortes. Tu as d'abord commencé à parler du fait d'être une femme objet. Tu as parlé aussi du fait que au départ, tes rêves, enfin ce que tu as voulu, tu as eu une carrière de mannequin, bodybuildeuse. Alors, ça reste quand même des carrières ou des métiers qui sont en lien avec ton corps. Donc, parle-moi un petit peu à ce moment-là, quelle est ta perception de ton corps pour toi-même à ce moment-là? Ah, je suis une coquille. J'ai besoin de me nourrir du regard des autres à l'époque. C'est-à-dire que les objectifs, comme je suis tellement vide de moi à l'intérieur, en fait, je me construis grâce à cette image-là. C'est déjà pas mal d'avoir un corps, de sentir finalement que j'attire le désir, que j'attire, que je suis très attractive. Donc, le regard des photographes, le regard des gens dans la rue, le regard des hommes, le regard des femmes. En fait, c'est comme si ce regard extérieur me construit, en fait. Me construit quelque chose comme si je peux exister, puisque le regard vient se poser sur une image. J'ai cette chance d'être une belle femme. J'ai toujours été une belle femme. Et cette image de belle femme, eh bien, il faut bien, enfin voilà, ça construit quelque chose. D'accord. À un moment donné, ce n'était plus suffisant, en tout cas pour mon épanouissement personnel. D'accord. Voilà. Je disais que justement, avant cette entrevue, tu partageais justement une histoire, une anecdote de ta vie juste ce matin dans une vidéo où tu parlais que l'une des grandes révélations que tu as eues, c'était juste au décès de ton père, si je ne me trompe pas. Et dans la même année, il y a eu la naissance de ton dernier enfant. Parle-moi un peu justement de ce moment-là. Comment est-ce que justement... Et la connexion finalement entre ce moment et la compréhension, ou bien en tout cas avec la vision de ton rêve aujourd'hui? Alors, c'est marrant parce que mon père, en fait, c'est lui qui m'a mis au monde. Donc voilà, il était à la sortie du vagin de ma mère, il était au bout, d'accord. Et finalement, quand il est mort, c'est moi qui l'ai accompagné dans l'autre monde. Donc il y a eu vraiment ce passage, en fait, ce grand passage entre nous dans nos âmes, en fait. Et il y a cette blessure d'inceste que moi j'ai résiliée pendant 40 ans, hein, à peu près, dans une quarantaine d'années, d'accord, de résilience. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que justement ce passage de vie, en fait, ce passage de vie pour lui qui s'est désincarné, plus lui s'est désincarné, plus moi je me suis incarnée. Et en même temps, ma fille est arrivée et cette initiation, en tout cas, entre la vie et la mort, parce qu'il y a vraiment ce passage-là, c'est comme si ça m'avait permis de goûter à un essentiel en moi. Tant qu'on n'est pas confronté à des expériences un peu dites spirituelles, c'est comme si finalement on peut avoir des désirs mais qui sont pas réellement goûtus, qui ne sont pas assis dans une expérience profonde vécue. C'est quand même très particulier d'accompagner son parent dans la mort, de le sentir. Moi, quand il s'est désincarné, je l'ai senti dans mon corps, il est passé à travers moi, par mon bassin. Voilà, et on l'a découvert mort à l'hôpital. Voilà, donc avec ma mère, ma sœur, on est arrivé dans la chambre, il était mort sur son lit, voilà. Donc c'est très particulier, c'est une initiation. Totalement. Tu sais, dans ce que tu racontes, je me reconnais totalement dedans, dans le sens où j'ai eu aussi une expérience comme ça avec le décès de ma mère. Et pour moi, ça a été d'ailleurs le départ et le commencement de toute cette aventure en tant qu'entrepreneur, mais juste la découverte de moi-même. Et ma mère, elle est décédée, elle était en Belgique, alors que moi, je vivais déjà au Canada, à Montréal. Et tu sais, l'entreprise s'appelle Rebelle Créative, c'est pas sans raison, tu vois. C'est ce qu'il y avait vraiment une rébellion, un rejet, enfin peu importe, avec ma mère. Mais quand elle est décédée, je l'ai aussi senti, tu sais, je l'ai vraiment senti dans mon corps. J'ai senti, et comme tu sais, tu parlais du corps et comment est-ce que on se reconnaît ou en tout cas on crée une identité grâce au regard des autres. Ben moi, je me suis rendue à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était à travers le regard de ma mère, pratiquement et uniquement, que je m'étais finalement construit. Et en décédant, en fait, ce regard disparaissait et j'avais pas d'autre choix que de me demander, mais en fait, c'est qui que je suis, tu vois?
Ouais, on se révèle à nous-mêmes, en fait. C'est faux à dire, mais c'est un grand don, en fait. C'est un don d'eux-mêmes. Quand ils passent de l'autre côté, quand ils acceptent, en fait, de se désincarner, c'est comme si nous, on accepte d'incarner d'autres espaces de nous. Et moi, ça a été le point d'appui en 2015. Forcément, j'ai accouché de façon extrêmement orgasmique de ma fille. Donc, mon bassin était extrêmement libéré. Il y avait des empreintes psychiques de mon père qui étaient passées. J'ai pu, tout d'un coup, créer des cercles de femmes on parlait de sexualité, de plaisir féminin. Et c'est là où, en fait, que Madame Vulve est née. Madame Vulve est née suite au décès de mon père, en fait. Donc, ça a libéré quelque chose au niveau de ton énergie sexuelle, dans ton cas. Disons que mon père, si tu veux, alors, il faut comprendre que je travaille énormément sur le jumeau rescapé. D'accord, mon père était un jumeau rescapé, inconscient, c'est-à-dire qu'il ne se savait pas. Moi, j'étais une jumelle rescapée, mais j'ai été consciente de tout cela. Et en fait, est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Il faut que tu m'expliques un petit peu c'est quoi le jumeau rescapé. En fait, le syndrome du jumeau rescapé, du jumeau perdu ou manquant, c'est quand en fait tu es un embryon dans le ventre de ta mère et que on est plusieurs. Et que durant le premier trimestre de grossesse, en général, c'est le premier trimestre, eh bien, l'autre ou les autres disparaissent. Ce qui fait que tu arrives au monde avec une blessure spirituelle d'abandon, de rejet, de trahison, une sensation d'être incomplet, une sensation de ne pas être légitime à être en vie, une sensation, et tu gardes en toi une espèce d'auto-sabotage comme si tu n'étais pas digne d'être en vie. Moi, je suis arrivée vraiment sidérée, c'est-à-dire à côté de mon corps. Mon père était comme cela aussi, il avait cette blessure-là. Ce qui fait qu'il faut comprendre qu'en fait, nos inconscients, on avait la même blessure, donc il y avait une espèce de confusion de nos inconscients, de nos blessures, jusqu'à la manifestation de l'inceste. D'accord? Parce que finalement, l'inceste, il y a une fusion des corps. Moi, je me souviens, je cherche l'autre. Je cherche continuellement cet autre perdu. Sauf que, voilà, j'ai cherché au mauvais endroit parce que c'était pas requis, en tout cas. C'était interdit. La loi de l'inceste, enfin, c'est interdit par la loi. D'accord? Et ce qui fait que forcément, je vais confusionner avec mon père, il va être une emprise sur moi, sur un contrôle. Et donc, au fur et à mesure, je vais le désincarner. J'appelle ça vraiment le désincarner. Je vais être déjà dans le déni de l'inceste pendant extrêmement longtemps. Pour moi, c'est quelque chose de normal, ce n'est pas une blessure, c'est une normalité. Donc, je vis avec ça comme si c'était normal, sauf que, effectivement, mon corps a emmagasiné, enregistré énormément de traumatisme, sauf que c'est enfoui. Donc, il va me falloir jusqu'à mes 30 ans pour arriver à sortir de cette sidération. Et de 30 à 40, eh bien, je vais exorciser, je parle bien d'exorcisme, mon père de mon bassin, de mon corps et de ma peau. Je parle bien de la peau parce que c'est comme si je l'avais dans la peau et à chaque fois que je sors un peu plus de moi avec des techniques psychothérapeutiques, des techniques manuelles, l'ostéopathie, fasciathérapie, en fait, j'ai cette sensation, si tu veux, comme si ça me gratte, en fait. Tu sais, des démangeaisons de tout le corps, comme si, en fait, j'avais une peau qui était enlevée, une mue. Tu vois, une mue totale. Et j'ai vécu des épisodes extrêmement difficiles parce que quand tout d'un coup, tu perds tes repères, comme ça, il n'était pas mort encore. Donc, j'ai vraiment renié mon père, renié ma mère. Vraiment, j'étais obligée de casser pour reconstruire des repères et pouvoir m'asseoir en moi, en toute sécurité, en toute bienveillance. C'est pour ça que je fais le lien constamment entre pour les femmes qui construisent un business. Très souvent, j'en ai qui ont vécu, tu sais, des traumatismes sexuels. On n'en parle pas beaucoup. Enfin, on en parle beaucoup dans les médias. Mais quand tu es une entrepreneuse et que tu as dans ton inconscient, dans ton bassin, des traumatismes, c'est-à-dire des viols enfouis qui ne sont pas encore nommés comme étant viols, ou des incestes qui n'ont pas été nommés comme étant incestes, ou des énergies incestuelles de fusion-confusion. Quand tu disais, toi, que tu vivais à travers le regard de ta mère, mais pour moi, c'est pareil. Il y a une fusion-confusion des espaces. Et c'est difficile, finalement, de pouvoir s'asseoir en soi quand c'est l'autre qui a pris toute la place. Totalement. Tu vois ? Totalement. Et tu sais, je veux juste dire un truc. Quantique dans le business, c'est important de nettoyer la place et de rendre pouvoir à ses parents et de prendre sa propre place en soi. Tout à fait, Karine. Ce que j'aime dans ta manière de partager cette histoire, c'est qu'on parle de sujets qui
L'inceste, c'est un sujet qui est vraiment difficile et beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes et ce genre d'épisodes dans la vie ont beaucoup de mal à le surmonter. Ou en tout cas, quand elles en parlent, il y a vraiment une véritable perte de puissance ici. On est vraiment dans cette identité de victime. Et ce que je trouve vraiment, mais hyper inspirant dans ta façon de parler, c'est qu'ici, tu es en toute puissance. Tu as compris la situation, tu lui as donné la signification que tu avais besoin de lui donner. Tu l'as donné une place qui est plus la place totale de ta vie. Ce n'est pas par ça que tu te définis, mais par contre, on voit vraiment tu sais, dans ta bio, je lisais, et puis parfois, je me pose un petit peu la question de comprendre réellement ce que tu veux dire par les entrepreneurs à empuissancer leur business en faisant la paix avec l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent. Je crois que dans ce partage que tu fais, là, tu es vraiment en train d'incarner ce que ça peut vouloir dire. Ouais, ben c'est absolument ça. C'est-à-dire que la conscience, l'âme, elle doit prendre sa place dans le corps. L'âme n'est pas un concept, c'est un état amoureux qui cherche à rencontrer la matière. Sauf que la matière, quand elle a été polluée par l'éducation, par le moule transgénérationnel, par tout ce qui fait que on s'incarne dans ce corps-là, voire même dans l'ADN. Voilà, notre corps appartient au passé, il y a un moule. Bien, l'âme, elle a besoin, si tu veux, pour moi, qu'on lui fasse de la place à l'intérieur. Et c'est pas en luttant contre, finalement, le passé. Pour moi, c'est en l'embrassant. Je dis toujours que j'ai eu le courage d'embrasser le diable sur la bouche. Ouais. Parce que c'est exactement ça. Quand tu descends dans les ombres du bassin, c'est là où sont logées les plus grandes blessures, l'énergie sexuelle, dans le bassin, c'est là où il y a le plus de honte, de tabou, de rejet. Alors on te fait croire sur le papier, des médias, que c'est comme si tout était arrangé, tout était bien, que toutes les femmes sont orgasmiques et tout le machin. C'est faux. Non, c'est complètement faux. Il existe un grand canyon épouvantable entre ce qu'on veut nous faire croire dans les médias, dans les réseaux sociaux, et ce qui existe réellement dans la culotte des femmes. Il y a des traumatismes épouvantables. C'est l'espace, le bassin des femmes, le plus mutilé au monde. Le plus astralisé, c'est là où il y a le plus d'astral, c'est là où il y a le plus de mémoire, c'est là où il y a le plus d'emprise. Parce que l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, c'est la plus puissante du corps. Donc, c'est l'énergie la plus convoitée, c'est celle qu'on nous vole. Voilà, depuis des siècles, ça fait 5000 ans de patriarcat. Et c'est pour ça que les rebelles créatives, elles existent. Tout à fait, tout à fait. Pour reprendre le pouvoir là où il est à la base, c'est en bas. Exactement. Dans la puissance. Tu le dis tellement bien parce que tu sais, il y a eu tout un mouvement avec le mouvement féministe et franchement, je peux carrément me placer dans les féministes. C'est pas du tout quelque chose contre. Mais on a souvent eu le regard de justement le patriarcat qui nous est imposé et toutes ces choses. Et donc, il y a souvent eu un combat suivi contre la société et autres. Et vraiment, je te dirais qu'avec Rebelle Créative, ma vision, c'est vraiment, je ne crois plus que le combat, il soit là. Je pense qu'effectivement, il y a toujours un travail à faire, mais c'est vraiment maintenant, nous, on a tellement intériorisé toutes ces choses-là. Elles nous appartiennent maintenant. Elles sont vraiment en nous. On s'identifie même à ces choses qui nous font pas du bien. Là, du coup, j'ai envie de te poser la question. Comment toi, tu as pris conscience? Comment ça s'est révélé à toi? C'est que l'énergie sexuelle, l'énergie du bassin était peut-être une des choses les plus importantes. Comment est-ce que tu prends conscience de ça, toi? Alors, je vais t'expliquer un truc, une expérience que j'ai vécue le jour où en psychothérapie, tu sais, j'étais allongée dans mon divan avec ma psychanalyste jungienne, qui avait fait beaucoup de travail sur son corps. Et en fait, quand j'ai contacté mon vagin à l'époque, en voyage à l'intérieur, tout d'un coup, je vois un espèce de phallus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors évidemment, vu qu'il n'y avait jamais eu de pénétration physique avec mon père, qu'il était toujours resté à l'extérieur, je me suis dit, mais c'est pas normal qu'il y ait un pénis là. Qu'est-ce que c'est ce pénis? Il n'y avait pas de testicules. Et en fait, j'ai eu, si tu veux, le réflexe de l'enlever. C'est comme si, comme il était vu, j'avais le pouvoir dessus, donc je pouvais l'enlever. Donc j'enlève ce pénis psychique de mon vagin. À l'époque, j'étais une crève la dalle. Ok, définis ce que tu veux dire. Crève de dalle, c'est-à-dire que je générais de l'argent juste pour survivre, pour nourrir juste mes enfants
Payer, tu sais, juste pour payer, pour être à zéro à la fin du mois. Je ne savais pas être autrement. Comment j'aurais pu faire? Puisque j'étais une impuissante financière. J'étais ce que j'appelle sidérée financièrement. Je faisais de l'anorexie financière. Voilà. C'était juste le minimum pour faire vivre et survivre mes gosses, moi, ma maison. Quand je sors, donc ce pénis psychique qui appartenait donc à mon père, d'accord? J'allume mon téléphone. J'avais Lancôme. Il m'avait laissé un message. Karine Morer, on aurait besoin de vous, parce que j'ai un BTS en esthétique cosmétique, pour être formatrice pour nous. Et là, j'allais avoir enfin un salaire entre 1006 et 2000 euros net par mois. C'était la première fois de ma vie. Moi, j'ai fait le lien. J'enlève le pénis psychique de mon bassin, automatiquement, l'abondance y entre. Puisque j'ai enlevé ce qui n'était pas à moi, j'ai recouvert avec mon énergie d'amour, j'ai rendu à mon père son pénis psychique, je lui rends, je me dévictimise, et donc l'abondance arrive. Mais c'était dans la foulée, c'était dans des vases communicants. Et c'est la même façon quand je suis devenue femme fontaine, en fait. Quand je suis devenue femme fontaine, quand en fait ma zone clito-urétro-vaginale s'est décuirassée, par différentes techniques, en fait cette abondance, quand le yin a été apaisé dans mon bassin, ce yang qui était une émission, si tu veux, de jaillissante d'eau, on appelle ça la source, d'accord? Eh bien, automatiquement, en fait, c'est là où mon business a commencé à fleurir. Magnifique. Ouais, moi, j'ai des associations dans ma vie où dès que mon bassin, si tu veux, se libère, paf, il y a des manifestations d'abondance dans ma vie entrepreneuriale, mais pas que, parce que c'est des occasions, c'est plein de choses, tu vois. On parle toujours justement de, quand on parle d'énergie sexuelle, souvent, elle est souvent plus reconnue chez les hommes, et on sait exactement l'importance qu'elle a chez les hommes, dans le sens où on parle de charisme chez les hommes, et on sait que l'énergie, ce qu'on appelle le charisme, c'est l'énergie sexuelle. Mais pour nous, les femmes, avoir du charisme n'est pas forcément quelque chose de positif. En fait, une femme qui est charismatique, c'est pas vraiment, c'est pas attractif pour les hommes. Donc, du coup, on a tendance à essayer d'étouffer ce côté-là et à avoir l'air, tu sais, gentille, douce uniquement, et ne pas montrer cette énergie qui nous permet d'avoir cette attraction, en fait, d'avoir ce charisme, nous aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens aussi. Parle-moi un petit peu de… Je dirais que les hommes, en fait, leur charisme, c'est quelque chose où, en fait, ils sont un peu dans la conquête, ils sont un petit peu dans la pénétration, ils ont besoin de conquérir. Il y a quelque chose, mais ça fait partie d'eux, hein, leur pénis pénètre. Donc, leur énergie était très pénétrante, comme un spermatozoïde dans l'ovule. Alors que moi, j'ai cette sensation, en tout cas, pour pouvoir être pénétrante dans ma vie, il a fallu d'abord que j'accepte d'être magnétique. Et d'être comme un ovule, tu vois, d'être, si tu veux, de pouvoir accepter de me laisser pénétrer par la vie. Sauf que quand tu as été pénétré par la vie de façon forcée ou de façon non consentante, bah, tu as tendance un petit peu à te refermer à ton magnétisme. Et au fur et à mesure, finalement, où j'ai réparé mes zones de consentement et de non-consentement, je suis devenue de plus en plus magnétique. J'ai attiré des situations à moi, comme si, tu vois, t'imagines, je suis devenue un ovule il attire tout simplement les spermatozoïdes à lui naturellement. Il n'a pas besoin de déployer énormément d'énergie. Il tourne, un peu comme un vortex, il tourne. Et j'ai cette sensation que moi, mon bassin est comme un vortex, ça tourne et ça attire naturellement sans que j'ai à faire à dépenser beaucoup d'énergie. Tu vois, par exemple, là, les sommets, ils viennent à moi, les propositions, j'ai rien demandé. Ça se fait seul. Les collaborations, c'est pareil. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans l'action à pénétrer, je pose des actions, mais ce ne sont pas des actions qui vont se poser sur de l'effort. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, C'est pas allez, on y va, tu vois, le truc, il faut pénétrer de force, un peu comme le sperme quand il rentre dans l'ovule, il faut qu'il fasse la place, il faut qu'il y aille. Ça, c'est très masculin. Nous, on fonctionne différemment, les femmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont monté leur business sur la méthode spermatozoïde, alors qu'elles auraient tout intérêt à voir que finalement, à la base, on est des ovules. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vachement reposant. Mais tout à fait. Tu parlais du féminisme tout à l'heure. On a eu besoin des féministes, effectivement, pour se dire, les gars, effectivement, on n'est pas tant que ça le sexe faible, on a aussi peut-être des choses à dire. Le problème, c'est qu'on s'est confondu avec les hommes.
à ce moment-là. Et on Oui, a agi comme des hommes. Et je crois qu'ensuite, exact. ce qui nous est demandé aux femmes, c'est d'apprendre à être des femmes, pas être des Oui, hommes. ouais, Voilà, c'est bon, ça s'est fait, ça c'était avant. Moi, c'est pour ça que je me exact. dis une féministe de l'alliance, où Ouais. finalement, plus j'apprends à être femme, plus je suis en lien avec l'homme. Ça Ouais. va de pair. Et plus il y a quelque chose qui peut se co-créer. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec le même partenaire. Et avant, j'ai divorcé 2 fois. Donc, t'imagines, je sais ce que Mm. c'est d'être en lutte contre les hommes et de de les accuser de tous les maux de la planète, tu vois. Ouais, Donc, ouais. l'idée, c'est vraiment de revenir en soi, d'approfondir qu'est-ce que c'est que d'être une femme. Je disais tout à l'heure à ma communauté, on parlait sur notre groupe WhatsApp, je dis, mais de désastraliser une vulve, tous les points de vue Mhm. qu'on a sur une vulve. Rien que le mot, tu vois, rien que le mot. Après, un vagin. Ah Ah, ouais. puis alors, un utérus. Alors, parce que Ouais. l'utérus, tout ça, c'est bourré d'astral. Et c'est là Mm. où, quand tu commences à comprendre que finalement, la vulve, c'est ton oui à la vie, c'est un vortex, tu peux te nourrir. Quand ta vulve, elle est pleine, elle est consciente, imagine que c'est comme une bouche de bébé qui pourrait téter sa mère. La terre, tu vois, tu peux Mhm. aspirer de l'énergie, tu peux téter le lait de la mère, terre. Et puis, une fois que tu as dit oui à cette terre-mère, finalement, ce là, ce grand oui à la vie, ce grand joui, ce grande joie à être sur Terre, eh bien, cette énergie peut monter, si tu veux, en suivant dans ce que j'appelle la chambre au mystère, hein, qui est vraiment Mhm. cet utérus. Et quand il n'est pas trop astralisé par des devoirs conjugaux, faire des gosses, le machin, quand il y a vraiment, comment te dire, quand tu as fait un peu ta rebelle à l'intérieur, que tu as Ouais. pris ta place à l'intérieur, que tu as enlevé un peu toutes les mémoires de mamie, papy, tonton, tata, tout le machin, bah, finalement, c'est là où dans ce c'est là où tu peux t'unir au mystère de la vie. Et le Ouais. mystère de la vie, c'est l'entreprise. On entreprend pourquoi? Moi, Exact. j'entreprends parce que j'ai besoin de rencontrer la vie et Ouais. de créer un lien parce que j'ai besoin de savoir qui je suis. Et c'est dans l'entreprise que je découvre qui je suis. C'est pas Ouais. en étant toute seule avec mon premier chakra. C'est Ouais. grâce aux deux, tu vois. On se Ouais. rend compte grâce au lien, au mystère que l'autre, l'entreprise, le bébé, l'argent, la collègue, le compagnon, le parent, c'est grâce au mystère qu'est l'autre que je peux me rencontrer. Et Ouais. c'est là où moi j'œuvre, c'est cette désastralisation. Quand je parle d'astral, c'est de l'histoire et de la charge. Tu sais, le Ouais. truc un peu, tu sais, la 3D, le truc bien gluant, bien, tu vois, Bien tu as loin. les points de vue bien limités. Et quand, par exemple, imagine, tu te dis, là, Henriette, imagine, tu te dis, là, putain, j'aime ma vulve Ouais. et ma vulve même. Rien Ouais. que ce mot-là, j'aime ma vulve et ma vulve même, c'est-à-dire que ton cœur est capable de descendre vers ta vulve, de respirer, et ta vulve respire vers ton cœur, et tu arrives à créer ce lien d'amoureux entre la chambre christique, point Mhm. zéro, source Mhm. d'amour, et toi, tu sais, c'est ce cœur qui s'ouvre et qui peut s'ouvrir jusqu'à venir embrasser la chambre au mystère. Hein. On parle toujours du Christ et de Marie-Madeleine, mais Ouais. c'est en nous. Ouais. C'est des archétypes un peu Mhm. à l'extérieur, mais l'idée c'est de le sentir, d'incarner tout ça. Ça doit se goûter, ça doit Ouais. se sentir dedans. Ça, c'est du miel amoureux. Quand ton miel amoureux descend ensemencer ta vulve, en fait, tu deviens une immaculée conception. C'est-à-dire que tu ensemences directement dans la conscience, tu reçois directement les informations. Jour que Mhm. ça te descend, tu es ensemencé en bas et tu manifestes. Voilà, c'est. Écoute, t'entendre parler de ça avec tellement de passion, j'ai une question pour toi, parce que mine de rien, si on regarde le sujet d'aujourd'hui, on est en plein, donc, argent, sexualité, quelle clé pour le business de demain? Alors, ici, le sujet croit en tes rêves. Il y a bien avant, il y a la notion de courage, hein, d'aller vers ce que tu visualises, ce que tu veux créer. Et toi, là, tu es en plein dans des sujets que j'adore parce qu'en plus, c'est en plein sur la féminité. Quand on parle justement de sexualité, de la vulve, le vagin, il y a tellement de tabous par rapport à la sexualité de la femme, mais c'est pas tout. Il y a aussi énormément de tabous par rapport à l'argent. Donc toi, en ce moment, tu es en plein dans un sujet qui rassemble deux sujets vraiment qui sont remplis, chargés de tabous, et tu es là et tu incarnes ces sujets et tu en parles avec passion et simplicité. Donc parle-moi un petit peu, au moment où tu décides soit de te spécialiser ou de commencer à prendre la parole sur ces sujets, d'abord, est-ce que tu as eu la sensation qu'il te fallait du courage pour faire ça? En fait, j'ai toujours eu cette sensation que la vie ne me laissait pas le choix. En fait, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné, ça doit se sentir, non? Totalement.
Ça, c'est Voilà, sûr, donc en fait, je suis extrêmement animée en fait. Tu sais, une fois que tu as fait la place à l'intérieur de toi, je suis animée par autre chose. J'ai cette sensation, entre guillemets, de plus être l'objet des êtres humains, mais d'être un peu le réceptacle, l'objet de la source. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Tu vis pour Donc en fait, toi. ce n'est plus quand mon ego et mon personnage Karine Morer a appris à capituler à certains modes de pensée, certaines croyances. En fait, c'est un entraînement de capituler à certains fonctionnements. C'est un entraînement, c'est voilà, d'accepter de se laisser fondre et de se laisser aller dans 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 des zones autres que ce que l'on connaît, hein, de sortir. Est-ce que c'était inconfortable les premières fois pour toi? Là, j'ai vécu une grosse décompensation en 2012 et honnêtement, oui, ça a été très inconfortable. D'accord, d'accord. Voilà, ça a été très violent. J'ai mis 2 ans à m'en remettre. Voilà. Donc, ouais, parce que de toute façon, j'étais bien planquée hein, dans mon spirituel avec mes petits archanges, mes petits animaux de pouvoir, mes petits machins, sauf que c'était pas ce qui était requis pour moi. Donc, comme je voulais pas descendre, franchement, on m'a pas trop laissé. La vie, en tout cas, mon inconscient m'a pas trop laissé le choix. Tu vois, et j'ai vécu un truc assez violent, effectivement, une décompensation assez violente, où j'ai mis 2 ans à m'en remettre. De 2012 à 2014, mais ça a été pour moi nécessaire pour que je puisse dire oui à la vie, mais pas un oui intellectuel. C'est-à-dire quand tu flirtes avec des espaces de folie où tu as l'impression que tu vas mourir, moi j'ai fait de la spasmophilie, des crises d'angoisse, des choses où j'ai eu l'impression de mourir, mais vraiment des trucs, ça dépasse l'entendement. À la limite, tu préférais presque te scarifier physiquement pour éviter cet état de folie. En fait, là, j'ai dit oui, quoi. Et j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle à ce moment-là avec ma mère qui était à côté de moi. Et à chaque fois que je sentais un caillou sous mes pieds, je me mettais à pleurer. Dès qu'il y avait une goutte sur mon visage de pluie, je me mettais à pleurer. Oui, ça a été mon premier grand oui a été très douloureux. Mais après, c'était plus facile. Parce que une fois que je voyais bien que j'étais toujours pas morte. Exactement. Voilà, je dis bon, je suis toujours pas morte. Voilà, c'est de merde depuis le temps que je crois que je vais mourir. Et ce jour-là, bon, finalement, c'est que je vais pas, c'est juste une mort à l'ancien. Mais la première, j'ai résisté à mort, c'est le cas de le dire. J'ai résisté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne avec beaucoup de douceur. Parce que quand tu as goûté des extrêmes comme ça, tu sais accompagner l'autre avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Tout à fait. Est-ce que tu sens arriver le truc qui va être hardcore, tu vois ce que je veux dire? Et on n'est pas obligé d'y aller avec le truc hardcore. On peut attendre que le fruit mûrisse. Voilà, quand le fruit est mûr, il n'y a pas besoin de le forcer, tu vois. Et moi, comme j'ai beaucoup résisté, j'avais un ego spirituel vraiment, mais j'étais planquée au plafond, puis alors j'étais bien, hein, tu vois. Ça a été, tu sais, la chute. Voilà. Donc, j'ai arrêté le chamanisme, les machins, j'ai tout arrêté. Et c'est là où l'encôme rentre dans ma vie. C'est ça. Truc, tu sais, la base, que je suis revenue vraiment à mes origines, à ce que je faisais au départ. Mais oui. Et j'ai pu me reconstruire en suivant. J'ai failli tout arrêter. Hein. J'ai dit, bon, puisque la vie veut pas de ça, je vais même monter une brasserie. Je voulais monter une brasserie. Oui, suite à l'histoire de l'encôme, je dis, bon, de toute façon, je suis nulle en tant qu'accompagnante. Et donc, il a fallu que je chute à tout cela. Et moi, je l'ai énormément, tu sais, les thérapeutes dans le développement personnel où elles voudraient tout de suite percer tout le machin. Mais c'est un chemin alchimique. C'est ça. Tu le sais, ça fait 11 ans que tu y es. C'est de longue haleine. C'est de longue haleine, initiatique, c'est pas en 3 semaines, parce qu'on te fait croire, tu sais, c'est dans les réseaux sociaux, que ça doit se faire comme ça, que tu vas collapser le temps. ça me fait doucement rigoler. Bien sûr que c'est, tu vois, ça c'est très mental, mais dans ton corps, l'intégration dans le corps, ça prend du temps. Les saisons restent toujours les saisons, le rythme de la digestion reste toujours la digestion, et le temps c'est de l'amour. Donc les résistances, elles ont besoin de fondre avec beaucoup de cœur, et le cœur, il lui faut le temps de fleurir, tu vois. Et souvent, j'en vois beaucoup qui se perdent dans des fantasmes de leur entreprise, alors qu'elles n'ont même pas assis leur fondation.
Tout Et à les fait. fondations, c'est quoi? C'est fais le ménage dans tes fondations, dans ton bassin, dans qui tu es. Fais le ménage. Et ensuite, tu vas pouvoir t'asseoir dans ta souveraineté. Mais si ton fauteuil, c'est pas toi qui es assise, comment tu veux construire quelque chose? Tout à fait, tout à fait. Franchement, j'adore cette conversation et j'aime le fait que tu amènes cette conversation là où c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et j'ai même envie de rajouter, comme toi, la première fois que j'ai dit oui, ça a été c'était vraiment un drame énorme dans ma vie, cette sensation de perdre la raison et ça m'a rendu vraiment méchante. Je crois que ça m'a fait rencontrer l'ombre aussi, la peur de mourir. Mais c'est vrai que depuis, ce que je dirais aujourd'hui, les rêves continuent à changer, continuent à grandir, ils continuent de faire peur pour moi. J'avance toujours en me demandant, mais est-ce que vraiment moi, je suis capable de faire ça? Est-ce que c'est toujours. Mais maintenant, tout ça est devenu extrêmement passionnant parce que ça se produit si tu résistes pas, ça se produit tout simplement. Et tout ce que tu as à faire, toi, c'est juste t'assouplir et recevoir et t'assouplir et recevoir. Disponible au recevoir. Mais tu vois, tu fais ce geste-là, tu vois, disponible, souple. Parce que, tu vois, on se laisse traverser par la vie. Et en fait, aujourd'hui, mes rêves, en fait, mon rêve actuellement, si je peux te le partager, oui, j'adorerais ça. De pouvoir transmettre au personnel soignant de plus en plus, tu vois, comment appréhender l'autre, le corps de l'autre, dans les zones de consentement et de non-consentement. C'est-à-dire que au fur et à mesure de mon apprentissage, j'ai appris, si tu veux, à entendre les zones de consentement, les zones de sidération, les zones de non-consentement, et comment est-ce qu'on peut appréhender finalement l'autre sans forcément prendre le pouvoir sur lui parce que je suis un personnel soignant, parce que je suis censée savoir plus. C'est comment on apprend à donner la responsabilité à celui qui va recevoir le soin en le respectant dans ses résistances et surtout en lui demandant toujours le ramenant qu'est-ce qu'il ressent, comment c'est pour lui et être dans ce lien-là. Pour moi, ça serait vraiment très chouette de pouvoir transmettre cette connaissance que j'ai en moi, tu vois. Ça, c'est un grand rêve. Merci de nous partager. Franchement, je trouve que c'est un très beau rêve. Et puis, si le personnel soignant à travers le monde pouvait intégrer ce que tu sais et approcher principalement dans les soins pour les femmes aussi, je trouve, de cette façon avec ce côté précieux. Tu sais, vraiment reconnaître ce qu'il y a de précieux par rapport à nos organes et notre corps et toutes ces choses-là. J'aimerais terminer cette conférence tranquillement en te posant une question, vu qu'on a maintenant parlé de ton rêve. Là, maintenant, je sais qu'il y en a plusieurs qui t'écoutent en ce moment et se reconnaissent soit dans ton expérience, se reconnaissent dans ta vision, dans ton énergie, ou sont simplement inspirés par toi et qui ont un rêve. Et peut-être qu'elles sont dans la phase où elles ne savent pas encore exactement comment se rapprocher de ce rêve. Alors, quel est le message que tu as envie de dire à la personne qui te regarde là maintenant et qui se sent inspirée et qui a un rêve en elle? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire que le rêve, ça donne une direction. Tu vois, le rêve, ça donne une direction, on va porter notre regard vers ce rêve-là, mais surtout, faut pas oublier de le sentir dans son désir. Ouais. Souvent, on va être dans des rêves, si tu veux, qui vont répondre à un ego, à un vide, à un manque, à quelque chose qui est dans le ventre, tu sais, à une peur. Et là, finalement, d'être dans un désir, finalement, qu'est-ce qu'on désire dans ton ventre? Qu'est-ce que tu désires? Mais c'est quelque chose qui pétille. Et quand tu viens, si tu veux, relier ton désir à ta vision de rêve, pour moi, le chakra 2 et le chakra 6 sont intimement reliés. Quand le désir et la vision sont reliés, ça donne une direction. Après, l'idée, c'est comment faire pour ne pas que l'ego et le personnage se prennent les pieds dans le tapis et fassent de ce rêve une ligne droite. Oui. La vie n'est pas une ligne droite. Et c'est quand on va laisser l'énergie féminine, tu sais, c'est comme un tuteur. Ton rêve, c'est le tuteur. Sauf que la conscience, la vie, va être comme cet haricot magique qui va tricoter autour. Quelquefois, tu t'éloignes de ton rêve. Oui. C'est très attractif, ça va quand même. Tu vois, tu vas dans la direction de ton rêve, mais c'est pas en ligne droite. N'oublie pas ça. Le rêve, c'est une direction, mais ce n'est pas une ligne droite.
ça serpente. Et n'aie pas peur quelquefois de t'en éloigner pour mieux t'en rapprocher. Voilà ce que j'ai envie de partager. Merci, 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 merci beaucoup, Karine. J'adore ce que tu viens de partager parce que c'est ça, c'est comme ça que je le vois aussi. C'est une direction, ça t'amène dans une aventure et tu te découvres parce que tu es attiré vers cette direction, vers ce désir. Et aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment ça aussi. C'était ce désir de rassembler des femmes qui ont déjà, pour moi, c'est magique de vivre ça parce que d'avoir d'autres femmes qui ont cette sensibilité et cette vision à travers pour le monde et pour l'être humain et pour les femmes et qui sont en mesure aussi de l'articuler de manière aussi passionnante, pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique et de fort à vivre. Et j'espère que toutes celles qui sont là en ce moment sont en train de vivre ça de la même façon. Moi, j'aimerais aussi partager un petit peu mon rêve pour finir. Donc, mon rêve à moi, depuis le début, a toujours été un rêve de liberté. Ça a commencé pour moi avec cette première vision qui était simplement de me rendre compte que je n'étais pas représentée. Ça m'a vraiment filé un coup. Et quand j'y représentais, je regardais le monde et j'ai toujours pensé que j'étais un peu bizarre à cause de cette sensibilité, cette façon de l'imagination. Mon imagination se mêle tout le temps à la réalité. Je les confonds souvent. Et donc, c'était très difficile pour moi de voir dans ce monde où on nous montre un certain type de personne qui est justement sur l'énergie masculine. Il n'y a pas de place pour l'intuition, la sensibilité, c'est pour la maison et élever les enfants, les émotions, c'est pour le privé. Et donc, comment naviguer dans ce monde, comment être vu dans ce monde quand c'est pas du tout ta façon à toi d'opérer. Et c'est pour ça que j'ai eu ça m'a donné une espèce de rage au début. C'est, je veux être vue, je veux exister moi aussi. Et c'est resté. Et mon désir ici, c'est d'être, quand je parle d'être vue, pour moi, mon rêve à moi, c'est d'être moi-même, tout simplement. Je veux avoir le privilège d'être tout simplement moi-même et je veux être représentée. Je veux ressentir cette liberté dans ce que je fais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aide vraiment les femmes à aussi créer ce qu'elles désirent réellement, la vie qu'elles veulent, le business qu'elles veulent. Et pour moi, pour ce qui est du business, c'est vraiment la paix d'esprit dans le business. Parce que ma première expérience, comme toi sans doute Karine, c'était vraiment pas une expérience de paix d'esprit. C'est une expérience où on cherche à rentrer dans le moule, à atteindre les quotas, il faut vendre, il faut trouver des clients. Enfin bref, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Donc pour toutes celles qui voudraient aussi avoir cette idée, réaliser leurs rêves, mais que ce ne soit pas dans le combat, j'ai une formation qui arrive la semaine prochaine. Vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente. Je vais la faire apparaître, si j'arrive à la faire apparaître d'un seul coup ici. Oui, super. Elle est juste là. Donc, il faut juste faire, je pense, ça. Non, c'est pas ça. On fait ça et on fait start. Et voilà, elle apparaît là dans le chat. Pour toutes celles là, qui veulent s'inscrire sur la liste d'attente, elle va commencer à partir du 5 jusqu'au 16 mars. C'est une formation avec 3 vidéos, 3 workbooks. On va aller vraiment intensément et vraiment s'assurer qu'il n'y a rien, aucune résistance, qu'on est vraiment en train de respecter notre vision et qu'on est en mesure, en tout cas, d'automatiser la vente de nos services pour plus de paix d'esprit et de temps libre. Vendre, on n'a pas besoin d'être quelque chose de douloureux, tout comme notre business. On peut réaliser nos rêves vraiment comme on les visualise. Pour moi, c'est la paix d'esprit et la liberté. Alors, si on regardait un petit peu, voir, on a un petit peu de temps, on va juste un petit peu regarder dans le chat s'il y a des questions ou des choses intéressantes. Il y en a une qui m'a capté mon regard, elle a écrit un texte, donc j'ai eu envie de voir un petit peu ce qu'elle disait, c'est Johanna. Johanna disait « Bonjour à toutes les deux, je rejoins votre webinaire très tard, mais je suis très émue par ce rêve concernant le personnel soignant, Karine, particulièrement maintenant alors que ma mère est hospitalisée pour un cancer et qu'elle souffre beaucoup d'un manque de considération pour le malade de la part de certains soignants et médecins. Merci de tout cœur. » Vraiment désolée pour ce que tu travailles, Johanna. Et ouais, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça, toi, Karine? Parce qu'elle a été vraiment touchée par ton rêve pour le personnel soignant. En fait, je suis de plus en plus en lien, moi, avec du personnel soignant. J'ai beaucoup d'ostéopathes, de kinés, de médecins du travail, gynécologues qui viennent, si tu veux, qui rentrent en processus avec moi ou qui viennent en stage. Et donc, ils apprennent à comprendre ce que ça veut dire que le corps, c'est le corps qui consent. Ouais. En fait, le personnel soignant n'est pas formé
déjà à sentir ses propres zones de consentement et de non-consentement, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans leur corps, ils suivent des processus et des protocoles. Alors, ça s'améliore de plus en plus. J'ai envie de dire que ça va de mieux en mieux, on y va de plus en plus. Mais je crois que y aurait vraiment besoin, tu vois, j'ai créé ce que j'appelle le toucher conscient consentant. Alors, il y a périnéal aussi, parce que du coup, j'aide et j'accompagne les femmes dans cette approche-là en présentiel. Pour ça, je te disais tout à l'heure, je suis dans la maison des processus ici, où je reçois des femmes en présentiel et des groupes, où justement, je leur apprends à ressentir dans leur corps leur oui, leur non. Et ça, quand tu es une entrepreneuse, c'est valable aussi. C'est-à-dire que si tu ne sens pas dans ton corps, c'est oui, c'est non, bah, c'est compliqué. C'est-à-dire que pour entendre, encore faut-il y être. Tu vois, si tu n'es pas dans ton corps, combien de fois j'ai des femmes qui me disent, voilà, on va venir dans le bassin, oui, je sens rien. Elles sont programmées à se dire je ne sens rien parce qu'elles ont été formatées à se dire c'est interdit de sentir là. Oui, donc mon job c'est de les amener à savoir ressentir. Donc se dire si je ressens, ça veut dire que je suis dedans. Donc si je suis dedans, je peux me positionner dans un oui, dans un non. Et le personnel soignant est en manque, est avide de sa propre présence, de sa propre essence. Et comment est-ce que tu veux appréhender un malade avec considération quand toi-même tu n'y es pas? Tu vois, donc l'idée, ça va être vraiment d'accompagner le personnel soignant. Moi, c'est de plus en plus vers là où je vais, hein, dans justement être dans cette conscience du consentement. Qu'est-ce que ça veut dire le consentement quand je soigne quelqu'un? Est-ce que d'ailleurs c'est moi qui soigne ou je suis un allié? Tu vois, parce qu'il y a aussi une prise de pouvoir dans la guérison. Moi, je n'utilise plus du tout le mot guérison, soin, tout ça. Je suis tellement dans la recherche de l'autonomie de l'autre que pour moi, je n'active plus ces mots-là qui sont extrêmement galvaudés par je guéris, je manifeste, je ceci, je cela. Je veux dire, le personnage, non, quoi. À un moment donné, c'est comment justement on laisse l'autre, quand mon personnage s'efface, finalement, l'autre peut se saisir de qui il est. Il peut se redresser, encore faut-il avoir cette humilité de savoir se reculer pour laisser l'autre émerger. Mais pour qu'il puisse émerger, il faut lui poser la question, de quoi as-tu besoin? Où tu as eu besoin que je pose mes mains? Quelle pression tu as besoin que j'inflige? Quelle est la luminosité qui ferait plaisir à ton regard? Quelle est tu vois, tout ce qui va être l'essence du corps, tout ça, ça a besoin d'être entendu pour que le corps soit en confiance, en sécurité. Si le corps est en confiance, en sécurité, et qu'on lui laisse le temps, si tu veux, de savoir dire oui, non, tel que du coup, le verbe est un traducteur de là, je veux bien que tu t'approches, là, tu t'arrêtes, tu bouges plus parce que j'ai besoin de me sentir d'abord, j'ai besoin de te sentir. Plus, si tu veux, on entend, on écoute ces couches de consentement et de non-consentement, plus les résistances, le corps, elles font. Tu vois, ça fond, tes fascias, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dit, tu vois, mon temps, je peux me déposer. Et là, tu te déposes. Ton cerveau, finalement, il lâche prise. Et là, à ce moment-là, ce que j'adore, c'est quand c'est le miel amoureux qui vient. Tu vois, la vie vient opérer à travers le corps et la vie n'a pas besoin de ton cerveau. La vie fait le travail tout seul. La vie, elle n'a pas besoin de ton cerveau. Elle n'a pas besoin des pensées. Les choses opèrent. Les fascias se détendent. Les vagins se relâchent. Une cicatrice. Tout d'un coup, il y a une émotion qui peut s'émerger, une émotion de tristesse, de joie, de cette sensation d'avoir perdu tellement de temps à rester avec sa cicatrice. Tu vois, c'est comme si, tout d'un coup, il y a quelque chose qui peut... C'est du miel amoureux. Et ça c'est du vrai. C'est du goûtu, c'est du vrai, c'est dans le corps. Les gens sont trop dans le concept. Les gens sont dans la tête, ils sont descendus dans le cœur, parce que ça y est, ils ont dit, alors, dans l'amour inconditionnel, d'accord? Est-ce que le personnage est capable d'amour inconditionnel? Je suis pas sûre. Bon, bref, c'est encore un autre combat. Tu es descendu dans le cœur, c'est comment tu descends ce miel amoureux dans la conscience du corps. Et ça n'a pas besoin de ton cerveau. Absolument pas, non. Et on n'est pas éduqués à ça, nous, en tant qu'occidentaux. Pas du tout. Non. Donc, ça demande de l'entraînement. Et moi, je vois des miracles de conscience où
j'adore les femmes qui arrivent hyper blindées, tu vois, plein de présence et plein de résistance et puis de machin. Et plus ça va, plus ça se... Et bon, ça... tu vois. Et puis, à un moment de dire, Karine, je sens mon bassin, je sens la vie, c'est comme du champagne, je sens un truc là, je le sens. Mais c'est génial. Moi, j'assiste à des miracles de conscience dans le corps. On m'addicte à ça. Si ce job-là, c'est parce que quand une femme me dit « Ah, Karine, sans relation sexuelle, je te parle même pas de sexe, le sexe, mais là, d'un coup, avec elle me dit « Oh là 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 là, je sens que ça pétille là dans mon vagin, dans mon utérus, je sens que ça, il y a quelque chose. Ah, je sens mes ischions, je sens quelque chose qui se passe, ça circule dedans. Et tu vois, tu sens que c'est comme un bébé qui est en train d'ouvrir ses yeux sur un monde qui était complètement inconnu. Eh ben moi, je jouis. Franchement, merci de faire ce travail parce que je trouve ça mais vraiment passionnant. Et puis, tu parles comme un vrai poète. On voit que tu es une amoureuse de la vie et que dans cet accompagnement et dans ce que tu fais, et tu le fais vraiment parce que c'est vraiment un amour, c'est de voir la vie se dévoiler et se transformer et bouger devant toi. Assister à ça, c'est tellement nutritif parce que quand ça se dévoile pour l'autre, ça se dévoile pour moi en même temps. Totalement, on est bien d'accord. C'est pas, tu vois, ça se dévoile, mais moi j'en prends plein la gueule. C'est là. Tu vois, je suis payée pour jouir avec mes clientes, jouir de la vie. Mais quand ça se trouve pour ma cliente en même temps, mais on est dans un processus d'ensemencement. En même temps, je suis là, moi. Je suis là. Ah, ben oui. Et j'ai plus qu'à... Quelquefois, on peut plus même... Quelquefois, il y a des sessions où on ne peut plus rien dire. Il n'y a plus rien à dire. Tellement c'est fort et c'est puissant. Parce que l'amour, quand l'amour prend toute la place dans le corps, tu es là, tu es béat, comme on dirait. Tu vois. Il y a une autre question de Aude que je trouvais ça intéressant aussi. Elle disait « Merci pour ce premier échange passionnant. Ça me parle à fond, notamment l'histoire du jumeau perdu. » Elle demande s'il y a un livre que tu aurais à conseiller. Elle peut me rejoindre, moi, dans mon programme. Bien sur mon site, elle va le voir tout de suite, le syndrome du jumeau rescapé. J'accompagne en fait, moi, je m'occupe des trois tabous les plus puissants au monde. La mort, avec le syndrome du jumeau rescapé, parce qu'il s'agit de faire un deuil spirituel très fort. On rentre quand même dans la vie sidérée, à côté de notre corps. Le sexe, forcément, avec la vulve, le vagin, tout machin, et l'argent. Et en fait, quand tu commences à œuvrer sur ces trois tabous-là dans ta vie, ça change les choses dans ta fondation. Donc oui, elle peut venir, parce que du coup, j'ai fait un programme de libération du syndrome du jumeau et de la jumelle rescapée. Elle peut venir voir sur mon site. Elle va sur ma chaîne YouTube. J'ai énormément de contenu gratuit où je donne beaucoup de contenu gratuit pour aider justement à la conscience amoureuse à cheminer. Parce que les rescapés, c'est des crèves la dalle. Vu qu'ils ne sont pas dans leur corps, que leur âme est restée un petit peu comme un espèce de fantôme, un petit Casper dans la matrice maternelle, et reste dans le... Tu vois, c'est comme si tu as un hologramme, un double de toi qui reste dans le ventre de maman. C'est au cas où l'autre y reviendrait, tu sais, on ne sait jamais. Un malentendu, alors on attend. On est dans une posture d'attente. Spirituellement, on attend d'être sauvé, on attend que l'autre arrive, on attend qu'on nous tende la main. Il y a quelque chose qui est comme une espèce d'impuissance, donc on attend. Il y a une forme de sidération, d'attentisme, sauf que ça vient jamais et que à un moment donné, il faut bien que ça se réveille. Tu vois, moi, j'ai attendu longtemps. Quand je me suis rendu compte de tout le temps que j'avais passé à attendre, tu pleures. Je sais. C'est incroyable quand tu te rends compte de ça. Tu dis, mais qu'est-ce que j'attendais? Tu sais exactement ce que tu veux, tu sais ce que tu mérites, mais t'attends que quelqu'un te l'amène. C'est ça, tu te dis, mais ça vient d'où ça, d'attendre? On attend qui? On attend quoi? Cette blessure-là, elle peut répondre, je ne dis pas qu'elle répond à tout, mais elle peut répondre à certains fonctionnements, certaines blessures de l'abandon, trahison, rejet. Alors, pas humiliation, mais vraiment, c'est trahison, abandon, rejet. Il y a vraiment ça. Et alors, une fois que tu as ça, quand tu arrives sur Terre, tu as l'impression finalement, déjà, de ne pas être à ta place. Tu as cette sensation... que jouir de ta vie, ça va être, déjà, c'est pas possible parce que tu arrives dans la souffrance. Donc, l'espace de jouissance, c'est même pas la peine. Tu as l'impression aussi, comment te dire, que la vie ne vaut pas d'être... Tu t'es trompé de famille.
Oui. Moi, j'ai eu cette sensation de mettre. Je dis, mais alors, remboursez, les gars. Non, non, là, c'était pas là, en fait. Non, moi, c'était pas là. Moi, j'ai eu l'impression de m'être trompée de famille. Je dis, alors, vous êtes sûr, là? Parce que là, franchement, j'ai pas l'impression d'être à la maison. Donc, c'est très compliqué. Mais Il y a tu une sais, c'est marrant sensation ce que d'être à tu sa dis. place. Tu sais ce que tu dis là, c'est marrant parce que tu dis tout ça sérieusement, je connaissais pas le syndrome du jumeau rescapé, mais je reconnais certaines choses parce que moi, dans mon histoire, c'est que j'ai été adoptée par ma mère adoptive et quand j'ai été adoptée, c'était parce que elle avait deux de ses enfants en fait qui sont décédés et il y en avait une qui est décédée à 24 ans, donc elle était quand même assez âgée et elle m'avait toujours dit j'ai voulu t'avoir parce que tu sais j'ai une fille qui est décédée, elle s'appelait Monique, donc j'ai grandi avec cette histoire de Monique et tout et dans mon inconscient j'étais persuadée, il y avait même zéro doute dans mon esprit que j'allais mourir à 24 ans. Ah ouais, comme une espèce d'association. Exactement. Et tu sais, ce que tu me dis, c'est génial parce qu'en fait, quand on œuvre sur le syndrome du jumeau rescapé, très souvent, quand on rentre dans la mémoire de l'embryon, en fait, c'est même pas quelquefois un jumeau, c'est la mémoire d'un enfant perdu. Ouais. Tu vois? Et j'appelle ça le syndrome du dit Casper, c'est-à-dire que on tombe entre guillemets, c'est-à-dire que l'embryon vivant, tu connais le film le Casper? Ouais. Tu vois la petite fille qui arrive dans ce château, puis finalement il y a un petit Casper qui est là, donc il est mort, hein, il a oublié depuis quand, il sait plus, voilà. Et donc du coup il se lie d'amitié. La petite fille vivante se lie d'amitié avec ce petit fantôme. Ben, je pense que c'est ce qui se passe dans la matrice maternelle quand l'utérus est toujours habité. Il est habité par un fantôme qui est là, un gisant qui est là, et finalement, bah, celui qui vient de s'incarner, bah, il y a une forme de, comment te dire, d'alliance, tu vois, quelque chose qui vient se confusionner. Tu vois, tu parles finalement de cette confusion dans la mort. Totalement, ouais. Et ça demande de venir couper, si tu veux, ces liens de confusion et de reprendre la responsabilité de sa vie. Mais pour moi, ce que tu décris, c'est exactement ça. C'est le syndrome du jumeau rescapé. Enfin, en tout cas, du gisant rescapé. Voilà. C'est vraiment passionnant. Voyons voir s'il y a quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas eu de nouvelles questions, à part le fait qu'elles ont très hâte de revoir en replay. Donc, je pense qu'on va pouvoir terminer cette première conférence ici qui a été vraiment, vraiment riche et passionnante. Karine, tu es une femme, mais inspirante, passionnante. Je crois que ta vision, elle mérite totalement d'être connue, mais à travers le monde. J'espère que... Wouh Wouh On vient de recevoir un message. Alors, je pense qu'elle l'a mis en privé. Est-ce qu'on est censé le lire ou c'est juste pour toi? Ah ouais. Tu vois? Je pense qu'on peut le lire, hein. C'est bon, je pense qu'on va pas dire son nom, on va le lire simplement. Pour Karine, donc quel courage d'avoir coupé avec votre mère, avec votre père. Avez-vous entamé une procédure de justice? J'ai aussi connu l'inceste, mais j'ai décidé de pardonner à mon demi-frère qui a pu se marier suite à ce pardon. Bref, j'ai une amie aussi qui a coupé avec sa mère complètement pour la même raison, car sa mère n'a pas su la protéger d'un adulte. Elle étudie le droit maintenant. J'ai tenté de faire la formation en genre pour pouvoir aider les femmes victimes de violences domestiques. Et j'ai aussi connu cela, mais c'est trop lourd. Je lis donc les textes par moi-même sur les questions des femmes, inceste, violence conjugale et adultère. Ah ouais, c'est un chemin, écoute, hein, je pense que, sérieusement, de la manière dont tu l'amènes, et c'est là-dessus que j'étais, c'est que il y a énormément d'espoir dans ta façon de parler les choses, parce que, franchement, quand on travaille avec les femmes, on réalise que cette notion de violence et enfin, mon Dieu, toutes sortes de violences, hein, inceste et autres, je crois que j'ai rarement rencontré, alors, soit de violence physique jusqu'à être battue, donc, je crois que j'ai rarement rencontré une femme adulte qui n'a pas une histoire comme ça à me raconter dans son passé. C'est très, très, très rare. Et donc, mais par contre, même si cette histoire est quelque chose de très courant parmi nous les femmes, j'espère vraiment qu'il y ait de plus en plus de femmes qui sont en mesure de reprendre complètement, se réapproprier cette histoire, prendre complètement le contrôle pour vraiment être comme une femme comme toi, Karine. C'est-à-dire s'empuissancer de ce passé et de cette histoire plutôt que de le vivre comme quelque chose de lourd et quelque chose qui nous empêche d'avancer ou d'être un boulet. Et franchement, tu es un modèle extraordinaire parce que oui, ce sont des choses très difficiles, mais si on reste là-dedans et qu'on se pose là-dedans en victime, on ne peut rien faire. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Ben, c'est ça. C'est ça. Et pour répondre à la question, j'ai pas entamé de procédure de justice.
parce que j'ai senti, en fait, j'ai tellement coupé, en fait, avec mes parents. Et j'ai tellement compris, en fait, l'envers du décor, pourquoi j'avais fait ce choix, en fait, d'arriver dans cette famille, parce qu'il y avait de l'inceste dans la famille de mon père, mais il y avait des choses pas nettes dans la famille de ma mère non plus. Donc, j'ai fait un choix spirituel, en fait. Moi, je suis montée directement sur l'autre plan, en fait. J'ai eu besoin de monter sur l'autre plan, de comprendre les choses sur un autre plan, pour pouvoir justement. Alors, j'ai jamais pardonné à mon père. J'utilise jamais ce mot pardon, parce que pardonner, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de mal. À partir du moment où on est dans l'énergie du cœur, c'est ni mal ni bien. L'énergie d'inceste a été juste une expérience de transcendance pour moi. C'est-à-dire que j'ai rendu, alors pardon, j'ai rendu, j'ai redonné le pouvoir à mon père et j'ai repris le mien. Et ça a été une période pour moi d'une grande richesse, une bénédiction vraiment intense. Et c'est surtout, à un moment donné, je me souviens, et je me suis dit, ça faisait déjà 5-6 ans que je faisais mon MeToo balance ton porc. Ouais, je criais partout, j'étais victime d'inceste et j'étais toujours dans la colère. Ah bah les mecs, enfin voilà, j'étais dans le truc féministe. Alors, les nanas, voilà. Mais j'en ai eu besoin. Ça fait partie du chemin. Totalement. Donc ça, la colère en fait partie. Ouais. Puis alors, tu sais, au bout de 6 ans, je disais, putain, ma vie n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais bon, et en fait, la conscience, tu sais, parce que du coup, je suis quand même assez inspirée. La conscience me dit, t'as fait le tour, t'as fait le tour avec la colère. Non, parce que là, tu es en train de te planquer derrière cette blessure. Ça fait déjà 7 ans que tu es planqué derrière. Et là, je me suis pris une putain de claque. J'ai dit, oui, tu le crées à tout le machin, mais en fait, tu t'es planqué derrière pour te donner encore toutes les raisons de ne pas te réaliser. Et là, j'ai fait la vie, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais. Alors après, je me suis saisie du syndrome du jumeau rescapé. En fait, mon ego, il est extrêmement intelligent. Dès qu'il y a une petite blessure derrière laquelle on pourrait se planquer pour se donner toutes les raisons, oui, mais c'est pas ma faute. J'y arriverai pas. Regardez la vie dans laquelle je suis arrivée, la famille dans laquelle je me suis incarnée. Franchement, c'est normal. Tu vois, quand je me rends compte de cela, automatiquement, eh bien, comment te dire, la colère elle passe, mais la colère permet, tu vois, je te fais ce mouvement-là, je me redresse. Totalement. Et tu comprends ce que je dis? J'adore ce que tu veux dire, parce que c'est littéralement ce qui se passe à l'intérieur. J'ai aussi ce sentiment de, tu sais, t'es comme ça, puis d'un seul coup, la question c'est, mais qu'est-ce que je veux? Parce que là, t'es en colère, mais qu'est-ce que je veux? Et là, tu te relèves de l'intérieur. Et tu sais, tu te fous pas en colère à cause de ton père et tout le machin, là. Non, c'est plus là, tu te fous en colère à travers toi. Mais c'est quoi ce merdier? Tu sais, tu te fous un coup de pied au cul, tout seul, et là, t'as un truc qui te monte, là. Et on arrête les conneries. C'est ça. Et c'est un moment où tu te verticalises, dire, ok, je suis en place, on y va. On y va. Mais on est obligé de passer par un truc. Voilà. Bon, 7 ans quand même. Hein. Exactement. Ça prend le temps qu'il faut jusqu'à ce que tu te rends compte, mais où est-ce que ça va m'amener cette histoire-là? C'est ça. Oh là là. En tout cas, on pourrait continuer à parler, je pense, indéfiniment sur ce sujet. On va pouvoir arrêter ici. Karine, encore merci pour cet magnifique échange. Et puis, à très bientôt tout le monde. Au revoir. Merci à toutes. Au revoir.